France Maghreb 2. LGF, le grand forum, ravi de vous retrouver, c'est mercredi aujourd'hui et ravi de vous retrouver en ce 14 février, oui, un jour particulier paraît-il, enfin pour certains et pour d'autres aussi, justement on en reparlera tout à l'heure parce que qui va l'emporter entre la Saint-Valentin et le foot ce soir? Oui, la question est posée très simplement aujourd'hui. Nadir Kaya, bonjour. Christophe et les auditeurs, bonjour à tous. Comment ça va Nadir? Ouais, ça va. Comme je te disais à l'instant, le fait d'être pas venu la semaine dernière, vous m'avez manqué un petit peu, donc content d'être là aujourd'hui. Et tu seras bien accompagné puisque Nadia Lazouni nous rejoindra dans quelques instants, hein, avec son emploi disons hyper chargé. Elle sera là, un petit peu en retard. Mais bon, on va commencer à sévir là pour les retards. Je tiens à le dire et prévenir. C'est parti jusque 18h, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. Nadia Lazouni nous parlera dans son avis tranché tout à l'heure de Gérald Darmanin. Nadir, pas d'avis tranché cette semaine, mais un coup de cœur. Ouais, ce sera celui concernant Mohamed Koussa, qui est professeur et également champion du monde de lecture rapide. Très bien. Alors, on va voir ce que c'est la lecture rapide. Merci d'être avec nous. Voici le programme du LGF pour ce mercredi sur France Maghreb 2, 14 février. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, le procès de la jeune palestinienne Naït Tamimi a été reporté au mois prochain. Les avocats de l'adolescente veulent montrer que le tribunal militaire est illégal à cause de l'occupation israélienne. Le service national universel devrait être obligatoire. On en apprend de plus en plus et chaque jour. Est-ce une bonne chose selon vous? Vous nous répondrez tout à l'heure. Et puis on parlera évidemment de ce grand jour qui correspond à la Saint-Valentin, fête des amoureux, mais aussi pour les amateurs de foot, un grand match Ligue des Champions ce soir, Real de Madrid, PSG. Alors qui va l'emporter entre la Saint-Valentin et le foot? Réponse tout à l'heure avec vos témoignages. La question LGF du jour, le sénateur PS Patrick Caner s'est dit lundi favorable à la création d'un consistoire central de l'islam de France comme il en existe pour la religion juive pour organiser le culte musulman, jugeant qu'un concordat pourrait générer des difficultés. Êtes-vous favorable à cette proposition? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que Twitter LGF officiel. La partie humour avec DLM, déradicalisons les médias, avec le gagnant d'hier, celui que l'on a mis en quarantaine pour au moins 24 heures, peut-être plus, c'est à vous de le décider tout à l'heure, à qui on a prescrit une ordonnance sévère. Il s'appelle Patrice Carteron, il sera affronté aujourd'hui à un poids lourd, Shir Mohamed Sifawi, tout à l'heure pour sa nouvelle sortie concernant Latifa Benziaten. Réponse tout à l'heure dans le DLM, donc à partir de 17h30. Et Libertad bien sûr pour terminer cette émission en beauté au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans votre grand forum jusque 18h avec Nadir Kaya qui est avec nous aujourd'hui, chers amis auditeurs. Nadia Lazouni qui se fait attendre, bien sûr, avec cette question du jour aujourd'hui que l'on vous pose par rapport à cette proposition faite par un sénateur PS, Patrick Caner, qui s'est dit lundi favorable à la création d'un consistoire central de l'islam de France, comme il en existe évidemment pour la religion juive, pour organiser le culte musulman, jugeant qu'un concordat pourrait générer des difficultés. Alors, est-ce que vous êtes favorable à une telle organisation, une telle proposition? 01 40 33 9000. Nadir, est-ce que l'idée d'un consistoire pour l'organisation du culte musulman te paraît envisageable, intéressant, une piste à explorer? C'est compliqué parce que Macron, lui, veut organiser l'islam de France, mais le souci, c'est que moi j'entends souvent parler de laïcité et que chacun doit rester à sa place. Donc dans cette mesure-là, c'est très compliqué de prendre position parce que si on veut que les musulmans s'organisent, il faut déjà les laisser tranquilles. C'est-à-dire tant dans l'information que d'un point de vue politique. Il y a de l'ingérence de l'État dans le culte musulman, donc déjà si l'État arrive déjà à s'occuper de ses affaires, ce sera déjà bien. Vouloir peut-être légitimement que les musulmans s'organisent, c'est nécessaire, c'est important, mais je pense qu'ils doivent être capables de le faire par eux-mêmes. Donc il faut être en adéquation avec ce qu'on dit à longueur de journée, notamment sur le rôle de chacun à travers la laïcité. Donc c'est aux musulmans de s'organiser par eux-mêmes. Et de mais si ces musulmans n'y arrivent pas, parce que j'entends bien moi ce discours, mais ça fait des années qu'on entend le même discours et les musulmans n'y arrivent pas visiblement. Mais moi je suis le premier à dire qu'il y a des choses à revoir au sein de la communauté musulmane. Mais le CFCM est un véritable échec, on peut le dire. Non, et puis ils sont surtout pas légitimes et représentatifs de la grande majorité des musulmans. On sait très bien comment ça se passe. Ils sont pas légitimes. C'est vrai que les musulmans doivent s'organiser, mais moi je suis plus pour qu'ils s'organisent sur le fait de la citoyenneté.
Après, concernant le culte, ça doit se passer dans les mosquées. Et là, encore une fois, je vais rappeler que il y a de l'ingérence en permanence, du clientélisme. Alors tiens, puisque tu parles d'ingérence, tu connais le pays qui donne le plus pour les mosquées françaises? Ah, c'est une bonne question. C'est le Maroc. Le pays? Ah le non, Maroc. alors tu parles de Le plus grand donateur pour les mosquées françaises, c'est le Maroc. D'accord, l'État, parce qu'il faut faire le distinguo entre les États et éventuellement les particuliers d'autres pays. Non, je parle du Maroc qui D'accord. donne effectivement, ce qui est le premier pays le plus de donateurs concernant les mosquées françaises. Non, oui, mais ça, c'est le jeu. L'Algérie arrive en 3e position. Ouais, c'est le jeu qui est malsain avec l'Algérie, la Tunisie, la Turquie. Il y a cette volonté de se débarrasser. Monopole sur les mosquées françaises. Il y a cette volonté de se débarrasser de l'influence étrangère. C'est une bonne chose, ça, non? Ah oui, non, mais faut se débarrasser de toutes les mauvaises influences. Les musulmans doivent être capables de gérer eux-mêmes leur culte en France. On ne doit pas dépendre de l'Algérie, ni de la Tunisie, ni du Maroc, ni de la Turquie ou d'autres pays. Après, pour les dons, si c'est des dons d'ordre privé, pourquoi pas. Mais que ça soit un État ou un royaume qui participe à la gestion du culte musulman français, moi personnellement, je suis contre. Très bien, alors on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. D'abord sur Facebook et sur Twitter. Une large majorité, on peut le dire, surtout écrasante sur Twitter, est contre cette idée de consistoire pour gérer le culte musulman. Une proposition faite, je le rappelle, ce lundi par le sénateur Patrick Kanner, sénateur PS, qui parle donc d'un consistoire, un peu comme ce qui se fait d'ailleurs pour les Juifs de France. Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition? Pour l'instant, sur Twitter, on est à 89% de non. Sur Facebook, on est à 38 et 62. 62% de non. Donc vous continuez de voter en tout cas. France Maghreb 2 sur Facebook pour voter. Twitter LGF officiel. On va voir ce qu'en pense Mohamed qui nous appelle de la Seine-et-Marne. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir Christophe et bonsoir à toutes les auditeurs, les auditrices. Bonsoir. De France Maghreb 2. Moi, je voulais juste rajouter une petite réflexion concernant le mot organisation, parce que quand j'entends parler ce qu'il vient de dire, c'est que nous n'avons pas encore compris ce que veut l'État depuis bien longtemps. Le dossier des musulmans ou le dossier du statut musulman en France a été pris quand même tout au début, c'était par Jean-Pierre Chevènement, succédé par Nicolas Sarkozy. Après, c'était Manuel Valls et maintenant c'est Macron. Il faut savoir une chose, que ce que veut l'État à l'heure actuelle, c'est pas que les musulmans doivent s'organiser au sein même de cette communauté-là, parce qu'on a les moyens et on a ce qu'il faut pour pouvoir s'organiser. Seulement, il faut savoir que l'État veut quand même changer la donne du statut musulman au sein même de cette communauté. Là, vous faites de la spéculation, Mohamed, si je puis me permettre. Vous faites de la spéculation parce que le problème avec cette interview qui a été diffusée, enfin, qui a été publiée dans le JDD de dimanche, c'est que, effectivement, il entrevoit, enfin, il présente sur ce qu'il entrevoit de faire concernant, le culte, enfin, l'islam en France, sans donner trop de détails. Donc, on sait pas trop où il va, Macron. C'est vrai qu'on est beaucoup dans la spéculation en ce moment-là. Moi, je le sais. Vous le savez comment, vous avez des tuyaux, vous avez des bien sûr. vous avez des liens. Non, on sait par exemple ça de sources sûres. On sait de sources sûres. On sait de sources sûres qu'il y a des réunions, enfin des consultations place Beauvau depuis quelques semaines déjà. Mais bon, en tout cas, ça discute pas, hein. et plusieurs personnalités ont été invitées à venir présenter leurs propositions justement. Non, le but, sincèrement, c'est pour remettre quand même le statut de cette communauté au sein même d'une fondation et non pas d'un statut d'association sur la loi de 1901. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est le contrôle financier justement de cette communauté. Et à l'heure actuelle, on sait très bien que le phénomène et le gros problème de la France concernant l'intégrisme et le terrorisme par rapport à son financement, certes que l'État veut à l'heure actuelle de contrôler et de savoir ces dons au sein même de cette communauté. À l'heure actuelle, sur la loi de 1901, sur le statut d'une association caritative, elle n'est pas contrôlable. Maintenant, si le statut musulman passe sur le statut de fondation, il y a un conseil d'administration. Et s'il y a un conseil d'administration, eh ben la partie économique, elle est bien exposée. Pourquoi pas? Bon, eh ben écoutez, merci Mohamed, on verra en tout cas, mais je pense que ça sera tranché d'ici la fin du premier semestre 2018. En tout cas, c'est ce qu'il a promis Emmanuel Macron, de donner justement les orientations. Oui. Voilà, on verra. Maintenant, c'est vrai qu'on parle un peu, j'allais dire dans le vide, ça, parce qu'on sait pas trop où il veut en venir, où il veut aller sur ce sujet, même s'il a ouvert quelques pistes.
on peut voilà réfléchir et peut-être se poser des questions sur certains points, notamment le financement, le fait de se débarrasser. On a bien compris en tout cas qu'il voulait mettre fin à l'ingérence étrangère. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Je pense que là pour le coup la majorité des musulmans ils sont favorables. Parce que ça suffit quoi, la mosquée la gestion du culte des consulats, ça a fait beaucoup de dégâts et ça continue à en faire. Donc il faut que quand même chacun reste maître des lieux de culte en particulier. Merci beaucoup en tout cas Mohamed pour votre appel. À bientôt. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. C'est vrai que c'est un sujet, j'allais dire, de réflexion. C'est une proposition qui émane d'un sénateur PS qui propose donc le fait de créer un espèce de consistoire, un petit peu à l'image de ce qui existe pour nos frères juifs, pour que puisse s'organiser au mieux la gestion de l'islam en France, enfin, l'islam de France, l'islam en France, j'aime pas trop ce terme, mais bon, voilà. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Nadir, ce qui est compliqué dans ce que on a pu lire dans l'interview du JDD, c'est que il définit en effet qu'il entrevoit de faire un grand chantier sur la gestion de l'islam en France, mais sans trop de donner de détails. C'est là où c'est compliqué finalement d'en parler. Oui, non, mais je pense que c'est tout à fait normal. Dès l'instant où on est sur un projet qui n'est pas encore abouti, on peut pas se permettre de venir à l'antenne d'un média tous les jours et annoncer un petit peu ce qui s'y passe. Je pense que eux-mêmes sont dans la réflexion, actuellement dans la consultation. Maintenant, c'est de savoir est-ce que les personnes qui vont avoir cette possibilité de participer à cette consultation vont être en capacité d'être représentatives de toute la communauté. Ça, c'est autre chose. Après, ce qui est compliqué, c'est clair, ça va être de satisfaire tout le monde, mais je pense qu'il faudra à un moment donné avoir une certaine transparence avec les intervenants et notamment leurs propositions. Et comment essayer de contenter tout le monde, ce qui va être très compliqué évidemment, parce qu'il y aura forcément des gens qui se sentent lésés ou qui se sentent mis de côté. On sait aussi, sans pratiquer la langue de bois, qu'il y a des courants en France qui essaient aussi de s'imposer. Et il va falloir jumeler aussi avec tout ça. Les courants aussi sont présents et essayent de se faire entendre, enfin essaient d'emporter un petit peu la mise. Donc aujourd'hui, il y a des consultations qui ont lieu place Beauvau depuis quelques semaines, autour pas forcément du ministre, mais en tout cas de ses conseillers qui consultent des personnalités de la communauté pour écouter, entendre leurs propositions concernant donc une meilleure organisation. Est-ce qu'il d'abord il faut et c'est important Nadir d'entrevoir une possibilité justement de réorganiser tout cela, parce que c'est un gros bazar quand même, faut le dire. Non, mais réorganiser, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aux musulmans et aux citoyens musulmans, aux citoyens français de confession musulmane de s'organiser. L'État qui souhaite éventuellement. Cet argument ne tient pas, puisqu'on voit bien que, comme je te disais tout à l'heure, que moi je veux bien entendre cet argument, mais force est de constater que depuis des années que ça dure, les musulmans sont incapables de s'organiser. Non, mais parce que dès qu'il y en a un qui émerge, qui essaye de faire quelque chose, il est tout de suite jeté limite à la guillotine, quoi, tu vois. Oui, donc non, ça c'est un problème aussi. Oui, c'est un problème, mais bon, je pense qu'il faut le prendre du bon côté et avoir cette sincérité de vouloir régler tous les problèmes. Et comme tu le dis, il faut pas avoir tabou, il faut se dire les choses franchement, que ça soit les pays étrangers qui financent certaines de nos mosquées, il faut savoir le dénoncer. Je pense que la communauté musulmane est en capacité de s'auto-financer. Il y a aussi le marché du halal qu'il faut pas négliger. Il y a tout un taxe sur le halal aussi. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut regarder. Après, moi personnellement, je suis plus sur un islam en lien avec notre citoyenneté, parce que l'un et l'autre sont censés être en accord. On peut être musulman et citoyen, et donc je pense qu'il faut voir la chose sur le prisme de la citoyenneté et également sur l'aspect religieux, mais il faudra une vraie représentativité, et ça c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Du coup, le chantier est en place, en tout cas, en ce moment, en train d'émerger et on aura évidemment de quoi parler au moment de ces propositions, de ces annonces, j'ai envie de dire. Daoud est avec nous. Bonsoir Daoud, 01 40 33 9000. Bonsoir Christophe, comment allez-vous? Ça va très bien Daoud. Ouais, je salue également votre invité. Bonsoir Daoud. Moi, je voulais venir en fait sur 3 sujets qui me tiennent à cœur. Déjà, on sait que si l'État français met son doigt dans le culte musulman, c'est souvent pour le mélanger et non pas le régler, parce que s'ils veulent le réformer, on peut être sûr que ça va être de déformer surtout.
Déformer quoi, Daoud? Précise ta pensée, c'est déformer quoi? Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent diriger la communauté musulmane. Et comme dans l'islam, il n'y a pas de hiérarchie, ils veulent en créer pour tenir directement le bout. Vous savez, nous, dans l'islam, il n'y a pas. C'est pas comme c'est pas comme au Vatican ou comme nous, il n'y a pas. Il n'y a pas de clergé, Voilà, exactement. Et deuxièmement, moi, je comprends pas pourquoi tout le monde est choqué sur la gérance des pays. Parce que moi, par exemple, je vais souvent dans des mosquées marocaines, algériennes, même souvent turques. Moi, je trouve que c'est bien géré. Et j'ai remarqué, c'est seulement dans les mosquées où c'est géré par la mairie, où ils ont un bail de 50 ans, ou je sais pas, où ça part, c'est pas bien géré, quoi. Il y a toujours des problèmes, où on voit, comme à Clichy, la mairie qui récupère pour faire une bibliothèque, je ne sais pas quoi. Moi, je trouve qu'il faut... Mais, Daoud, la mairie ne gère pas les mosquées, les mairies ne gèrent pas les mosquées. Non, mais en fait, officiellement. Oui, non, mais ce qui se passe, des fois, dans certaines villes, quand il y a des musulmans, ils ont pas le pouvoir d'acheter, c'est qu'ils demandent un local à la mairie. Et donc la mairie leur offre un local pour 49 ans ou 30 ans. Oui, un terrain, oui. Voilà, et donc après, ils n'ont pas le pouvoir de ça. Mais si ils ont une association et demandent des imams ou même de l'aide de l'extérieur, ils pourront, leur voix pèse, parce que ça sera une association et gérée par eux-mêmes. Non pas, ils n'auront pas à rendre compte à la mairie ou à qui que ce soit. Ouais. Ça, c'est mon deuxième point. Ouais. Et mon troisième point, oui. Oui, vas-y, Daoud, on t'écoute, le troisième point. Et mon troisième point, c'est, on parle pas là, mais depuis 2 semaines, en France, surtout vers Bordeaux et le sud, il y a 15 mosquées tenues par des associations turques. J'ai bien dit tenues, parce que les mosquées, il n'y a pas de nationalité. C'est bien tenu, pour propreté, etc., qui ont été attaquées, taguées par des insignes du PKK, les terroristes et YPG. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, et je voulais en faire part ici. Eh ben, c'est bien de l'avoir dit, en tout cas, mon cher Daoud. Par contre, moi, petite réserve par rapport à ce que tu dis, concernant l'ingérence des mosquées par des pays étrangers. Ce qui est dérangeant, au-delà de tout ce que tu as pu évoquer, ce qui est dérangeant, moi, c'est que j'ai pu voir de mes yeux vus que, par exemple, dans une mosquée gérée par l'Algérie ou par le Maroc, vice versa d'ailleurs, si par exemple tu prends le cas d'une mosquée algérienne, tu ne pourras pas avoir un imam marocain. Si tu as une mosquée gérée par le Maroc, tu n'auras pas un imam algérien. Et ce genre de truc, ça existe. Voilà. Je veux pas donner d'exemple parce que j'ai pas envie de faire de procès à personne, mais ça existe et ça c'est triste. Mais c'est réducteur. L'islam n'appartient pas à l'Algérie ni au Maroc, elle appartient aux musulmans du monde entier. Et il faut rappeler, pardon Daoud, il faut rappeler que les Arabes sont minoritaires chez les musulmans. On oublie trop vite les autres, qui sont majoritaires. Mais pas en France. La France, l'islam aujourd'hui, les mosquées, c'est géré par les consulats. Et ça suffit. Exact. Mais moi, c'est juste mon avis. Si je vois pas le problème, si par exemple moi, je suis par exemple turc, si je vais dans une mosquée turque, que l'imam est un turc, ça me pose pas de problème. Si je vais dans une mosquée, on va dire tenue par une association marocaine et que c'est un Marocain, ça me pose pas de problème. Du moment qu'il fait pas de la politique. Ouais, normalement c'est pas le lieu pour faire de la politique la mosquée. C'est de la politique. Si c'est un imam qui est mis en place par un pays étranger, c'est de la politique. Eh oui, et c'est pas bête ce qu'il dit Nadir. Daoud, c'est pas bête ce que dit Nadir. Merci Christophe. Pas du tout, parce que moi je suis parti à une mosquée marocaine, algérienne, et j'ai jamais entendu de politique. Non, mais le fait de mettre, c'est plus sournois. Le fait de mettre en place un imam ou un représentant d'un pays dans une mosquée en France, c'est un acte politique. C'est même pas religieux. Bah si, c'est religieux, parce que non, mais c'est-à-dire par rapport à l'identité de la personne. Si un pays étranger met en place un imam ou un responsable associatif qui est issu de son pays et qu'il le met en France, c'est un acte politique. Mais déjà, il faut savoir que c'est pas le pays qui envoie, c'est souvent la religion. Par exemple, nous en Turquie, il y a un truc qui s'appelle le Diyanet, c'est-à-dire c'est un organisme qui il y a des imams, et c'est eux qui envoient. C'est pas l'État. C'est géré par l'État, mais c'est pas l'État. On va dire, c'est une sorte d'association à grande ampleur, quoi. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop d'orientation parce qu'il est resté assez flou sur ce qu'il entrevoit de faire concernant l'islam de France. Emmanuel Macron, dans son interview du JDD qui est paru dimanche, mais
voilà, on peut largement dire aujourd'hui que effectivement il y a des sujets sur lesquels, à mon avis, il va devoir trancher. Il va trancher, il entrevoit de trancher d'ailleurs sur le financement, sur cette fameuse taxe halal, sur aussi l'ingérence des pays étrangers. Ça, c'est un dossier apparemment qui lui tient particulièrement à cœur. En fait, il cherche le moyen de comment mieux L'information taxer des les imams, musulmans. exactement. Ouais. En fait, il cherche comment mieux taxer les musulmans, je pense. C'est ça. Bonjour ma chère Nadia. Bonjour Christophe, bonjour Nadir, bonjour tout le monde. Bonjour ma chère Nadia, on entrevoit, ça sent très bon. Ouais. Ça sent très bon Nadia. C'est le Bon, chocolat, c'est le merci chocolat. C'est rassurant. merci Daoud. Et bonne soirée à toi Daoud. Merci Merci beaucoup. à toi aussi. Au revoir. 01 40 33 9000. Comment va notre petite Nadia Lazouni? Moi, pardon pour le retard, mais j'ai bravé vraiment des grands dangers en arrivant ici. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai enjambé des crottes de chien, 2 plaques d'urine, on m'a toussé dessus. Vive Paris, c'est magnifique. Voilà. Jeux Olympiques de Paris. Exactement. Donc on D'hiver. marche dans des toilettes Ouais, publiques aujourd'hui, on marche plus à Paris, c'est terrible. Et heureusement qu'il n'y a pas la neige. Voilà, donc je vous demande de compatir, chères auditrices et auditeurs. Merci. Elle s'en sort plutôt bien. Voilà. Bravo. Tu vas nous parler de Darmanin dans un instant. Ah oui. D'ailleurs, il y a une deuxième femme qui porte plainte. Ah, intéressant. Deuxième femme qui Mais a ça nous porté rappelle, plainte hier. C'est Pour un autre scénario qui ressemble à... Pour autre chose, mais il porte plainte contre lui. Ah ok, bon, tu vas nous dire ça, Christophe, tu vas nous expliquer tout ça? Oui, Ouais. absolument. Ouais. Mais là, on est sur la question du jour, que je te rappelle, peut-être que tu n'as pas découverte. C'est une proposition qui est faite par le sénateur PS Patrick Kanner, qui s'est dit lundi favorable à la création d'un consistoire central de l'islam de France, comme il en existe bien sûr chez les cousins les juifs, pour organiser le culte musulman, jugeant qu'un concordat pourrait générer des difficultés. Êtes-vous favorable à cette proposition proposée par le sénateur Patrick Kanner? Nadia? Alors, moi, je suis contre l'ingérence en grande laïcarde que je suis. Je peux pas concevoir l'ingérence de l'État dans les affaires religieuses. Ouais. J'avais commenté ça sur mon Facebook. Je disais, il y avait pas pire entorse à la laïcité. Donc voilà, il se pose en donneur de leçons de leçons quand il s'agit de nous dire on nous embête quand même pour des histoires de jupes longues et de bandeaux à l'école. On en est là au nom de ce sacro-saint principe de la laïcité, et là on a un État qui va organiser le culte musulman. Donc c'est juste aberrant. Ouais. Voilà. Donc contre le fait de créer un consistoire, un petit peu comme ce qui se fait chez les juifs aujourd'hui. Je pense que nos cousins les juifs ont organisé le consistoire eux-mêmes. Surtout, je ne suis pas certaine que ce soit l'État qui leur ait enjoint de structurer. Je veux bien, mais Nadia nous disait juive. c'est aux musulmans de s'organiser. Oui. Mais pardon Nadia et Nadir, mais ça fait des années qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Mais en fait, et quand bien même, est-ce qu'on a vraiment besoin, pardon, excuse-moi Nadir, Vas-y, rattrape-toi Nadia. Non, voilà, je vais me rattraper là. T'as du retard. Est-ce qu'on a besoin d'une organisation, enfin je veux dire, qui centralise toutes les sensibilités religieuses, toutes les sensibilités musulmanes. Enfin c'est pas nécessaire. Représentative, on peut très bien avoir différentes associations réunies autour d'une table avec les élus, les ministres quand l'occasion se présente. Mais pourquoi avoir une organisation? Par exemple le gouvernement. Alors on va faire simple. Ouais. On va faire très très simple, messieurs dames. Si le gouvernement doit discuter par exemple avec les musulmans, à qui il s'adresse aujourd'hui? Alors après, s'ils ont besoin d'échanger, s'ils ont besoin par exemple d'obtenir je sais pas des assurances ou non, après c'est du cas par cas. Ouais, voilà. Non mais ils invitent qui à la table des discussions? Ils consultent si c'est des consultations. Voilà. Mais voilà, si on doit consulter par exemple des référents religieux, ils invitent, je sais pas moi, des responsables de mosquées ou des recteurs autour d'une table. Par exemple, vous savez qu'il y a les vœux traditionnels chaque année aux instances religieuses. Alors pour les musulmans, on invite qui? On n'invite personne. Ouais. On n'est pas obligé de les inviter. Parce qu'on est censé ne pas avoir deux représentants. On n'est pas organisé comme les autres à ce niveau-là. Donc qui nous laisse et qui nous considère comme des citoyens, qui nous souhaite la bonne année quand c'est la bonne année, qui fasse en sorte que notre pouvoir d'achat augmente et que les discriminations disparaissent. Et à partir de là, c'est très bien. On n'a pas besoin d'aller manger autour d'un buffet. Exactement. C'est pas indispensable de recevoir le maître d'une délégation musulmane française. Et il faut pas oublier qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Le fait que Macron ou d'autres sénateurs ou députés souhaiteraient lancer des propositions pour organiser, c'est contradictoire par rapport à l'histoire de la France et de la réalité de la composition française, notamment par rapport à la partie musulmane. Mais information de dernière minute pour le cas de Jawad, le tribunal, écoutez bien messieurs dames, a prononcé la relaxe.
De Jawad? De Jawad. Waouh. Bah s'il est innocent, Oui, qu'elle a bien fait son tant mieux. travail. Après, on gardera de lui que c'est simplement un gars qui est un peu limité intellectuellement, humainement aussi, parce qu'on a pu rigoler de certaines choses, mais humainement c'est dur, surtout quand on sait un petit peu le sort des familles aujourd'hui. C'est un one-man show qu'il a fait au tribunal. Ouais, mais bon, voilà. Après, mais bon, s'ils Moi, j'ai pas ont, l'impression que c'était un zoo humain. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt indécent. Hein, Oui. tout, ouais, par ces rapport aux personnes familles. qui... Ah oui, oui. Ouais, non, même encore. par rapport aux familles. C'était même, un spectacle. Hein. par rapport à Jawad. Enfin, Ouais. ça reste un homme avec une dignité. Et il a été l'objet de railleries. Et je pense c'est très dur d'accuser le coup comme Vous ça. avez demandé puis 4 ans de prison, et le puis tribunal a prononcé la relaxe. Et puis mine de rien, faut savoir que c'est peut-être bien pour lui parce que s'il est vraiment innocent, Oui. tant mieux. Mais au vu du déchaînement de certains chroniqueurs, éditorialistes, journalistes, politiques, qui le considéraient à un moment donné comme un coupable ou un complice, c'était chaud pour lui. Ça aurait pu être très chaud pour lui. De toute façon, même s'il est innocent, il restera coupable aux yeux de l'opinion publique, malheureusement, hein, puisque un mensonge répété 1000 fois devient une vérité chez nous, c'est connu. Et puis ils ont détruit sa vie. Enfin, comment il va retrouver un travail, ce monsieur? Ouais. Oh, je pense que c'est un débrouillard, le gars. Oui, attention, il a des capacités. Comme il a dit au tribunal. Ah oui. Il pourra faire autre chose. Voilà. Ouais. On l'espère pour lui en tout cas. Samir de Champigny est avec nous. Salut Samir. Ouais, salut Christophe, tu vas bien? Oui, ça va très bien Samir. Qu'est-ce qui se passe? Salut à vous inviter. En fait, moi, je voudrais réagir sur je parle pas de l'islam, je parle des musulmans en général. Ouais. Je pense que par rapport à un comportement qu'on a eu, si on aurait pu s'intégrer d'une manière douce, comme dans les autres pays, je pense, européens, voire même le monde, si on aurait fait montrer une belle image de nous par rapport aux Asiatiques qui travaillent et qui baissent la tête et que les Juifs, on n'entend jamais parler d'eux ou des chrétiens, je pense que les musulmans, aujourd'hui, on leur ferait les tapis rouges partout. C'est un peu le problème, c'est que c'est de notre faute, en fait. On a montré une mauvaise image de nous par rapport même dans les cités. Tu vois toujours les mêmes en bas. C'est les mêmes, c'est toujours les mêmes, c'est nous. Alors Nadir, ce que dit Samir, c'est intéressant là. Enfin, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre là-dessus? Sur le fait que les musulmans ont dit qu'on a montré une mauvaise image, contrairement aux autres religieux. Ou peut-être que les projecteurs étaient aussi un petit peu trop sur nous. Ou enfin, Moi je suis d'accord avec l'auditeur. Rappelle-moi son prénom, Christophe. Samir, je suis d'accord avec lui parce qu'il faut être très critique. Autant on peut dénoncer l'islamophobie qui existe. On s'est mis une balle dans le pied. Hein. Comment? Allô? Ouais, on s'est tiré une balle dans le pied, dit-il. Non, mais c'est vrai qu'il faut avoir une autocritique sur la communauté musulmane en France. Je pense qu'on est très critique. On est mauvais sur beaucoup de points. Quand on regarde en théorie notre religion et l'histoire de notre religion à travers les prophètes, et quand on voit la réalité de notre communauté aujourd'hui, il y a un fossé énorme. On n'est pas à l'image de notre religion. On a une fierté qui est souvent déplacée parce qu'on se prétend être musulman. Mais quand on regarde un peu en théorie notre religion et notre histoire, il y a beaucoup de choses à dire sur notre communauté. C'est pas une balle dans le pied qu'on s'est tiré, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui, quand on parle d'islamophobie, parce que c'est la peur de l'islam, et ça je peux le comprendre parce qu'il y a certains musulmans qui dégagent une image suffisamment négative pour faire peur à certains. Je ne serais pas d'accord avec Nadir. C'est bien, tant mieux. Non, pour faire peur à certains. Donc, quand je vois le comportement de certains dans nos quartiers, oui, je peux comprendre l'islamophobie. Après, je l'excuse pas, mais vous laissez dire ça. Mais il y a des choses qui sont à noter au sein de notre communauté. Il y a beaucoup de choses à dire. Non, alors. Nadia, pourquoi t'es pas d'accord avec Nadia? Je lève la main, je lève les deux mains et je demande un droit de m'exprimer. Alors. Déjà, moi, ça me gêne énormément. On parle beaucoup de posture victimaire. Moi, j'entends beaucoup plus la posture de l'autoflagellation que la posture victimaire. Tout à l'heure, Nadir, là, juste un instant, t'as dit un truc juste énorme. Faut voir le comportement des gens des banlieues. Mais qui a dit que c'était des musulmans? C'est des gens, effectivement, peut-être d'origine, de filiation maghrébine. Non, mais on parle des gens musulmans qui vivent en banlieue. Ouais. Non, mais non. Mais et en quoi les musulmans qui vivent dans les banlieues donnent un mauvais exemple? Ils sont quoi? Présumés, supposés musulmans au quotidien. Mais je vois certaines personnes avec qui je vis. Ce sont des musulmans. Non, mais parce que moi je te parle des gens que je connais. Voilà, que tu côtoies. Donc c'est une expérience qui est personnelle. Ah non, mais même quand tu regardes des gens que tu ne connais pas, tu vois une fille voilée, un mec avec une barbe ou avec une djellaba qui sort de la mosquée. Moi j'ai des comportements à la mosquée quand on dit ne vous garez pas devant le voisin. D'accord. Donc ça peut justifier une islamophobie. Non. Des comportements. Moi, l'islamophobie. Vous savez quoi? On met ça en pause et on revient tout de suite parce que là, c'est intéressant. On rentre dans le vif du sujet, on rentre dans la confrontation et de l'argument contre l'argument. Merci Samir, en tout cas, d'avoir mis un peu de bordel dans l'émission. À tout de suite, Samir. Ah non.
LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h avec Nadia Lazouni et Nadir Kayak sont avec nous aujourd'hui. Je précise qu'on devait avoir une troisième personne, une toute nouvelle, Fatima Wassak, qui malheureusement n'a pas pu honorer sa première participation au LGF. Nadia, c'est triste, hein? Oui, c'est triste. Bon, en tout cas, ce n'est que partie remise, effectivement, et on a hâte de la retrouver. Je vous rappelle la question du jour à laquelle vous pouvez répondre évidemment sur Facebook, sur Twitter LGF officiel, Facebook France Maghreb 2. Le sénateur PS Patrick Caner s'est dit lundi favorable à la création d'un consistoire central pour l'islam de France, comme il en existe pour la religion juive, pour organiser donc le culte musulman, jugeant qu'un concordat pourrait générer des difficultés. Êtes-vous favorable à cette proposition? Pour l'instant, vous êtes en majoritairement contre, à 89% sur Facebook, sur Twitter contre, 72% sauf sur Facebook, France Maghreb 2 à être contre. Vous continuez en tout cas de voter et de nous appeler aussi au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Est-ce que la Miss est prête? Oui, je suis en train de te filmer, Christophe. Tu bonjour sais tout ça le monde, bonjour Facebook, bienvenue à vous. Alors c'est parti pour l'avis tranché de Nadia Lazouni. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Mon petit doigt me dit que l'on va parler du ministre Gérald Darmanin, ma chère Nadia. Oui. Bravo. Bravo. Ovation. Bravo. Longue vie à Gérald Darmanin. Gérald, tu es le meilleur. Ouh, quel homme. Quelle bravoure. On devrait lui consacrer une minute de silence. Ah, je suis encore tout émue de revoir cette scène qui s'est déroulée au cœur de l'Assemblée nationale où l'on voit nos chers élus de la République en marche célébrer Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Mais quelle prouesse a réalisé l'homme que les parlementaires applaudissent debout. A-t-il reçu le prix Nobel de la paix? Non. A-t-il reçu le prix de la recherche? Non. Est-il finalement le premier homme à être allé sur Mars? Non. A-t-il bravé tous les dangers pour sauver un enfant de la noyade? Non. Si Gérald a reçu mardi 30 janvier dernier une ovation, c'est parce qu'il est visé par une enquête préliminaire pour des accusations de viol. Est-ce pas la classe atomique quand même là? Non, mais parce que comme nos élus aiment les symboles, ils ont choisi de louer ostensiblement la fierté de leur parti à la suite de l'adoption par la Chambre basse du Parlement du droit à l'erreur qui permettra, sous réserve d'être de bonne foi, d'éviter des sanctions de l'administration au premier manquement. Ce soutien ostensible apporté à Gérald intervient 3 jours après l'ouverture de l'enquête, de quoi ravir la plaignante Sophie Spatz, qui accuse notre grand gagnant de l'avoir agressé sexuellement dans un hôtel. Tiens, mais ça me rappelle quelque chose. Sauf que Darmanin a le teint cristallin, vous apprécierez la rime, et du haut de ses privilèges, il sait qu'il ne sera pas limogé, qu'il ne fera pas l'objet d'un procès médiatique, qu'il ne sera pas placé en détention provisoire, et mieux encore, ou plutôt pire encore, le ministre s'est vu renouveler la confiance d'Emmanuel Macron, notre président, et d'Édouard Philippe, notre Premier ministre. Le mercredi 31 janvier, selon le porte-parole du gouvernement, Gérald Darmanin, le Premier ministre, l'a rappelé très tôt à la confiance du Premier ministre et la confiance du Président de la République, et je crois que l'ensemble des membres du gouvernement ont pu lui témoigner leur solidarité. Alors loin de moi l'idée de vouloir pointer une justice à 2 vitesses, une justice à géométrie variable. Non, laissez-moi m'émerveiller devant l'esprit de solidarité qui lie la communauté des puissants. En tout cas, moi, ça me donne pas envie de chanter la Marseillaise, tout ça. Merci Nadia. Alors là, c'est de l'avis tranché, bien tranchant, comme on l'aime. Nadir, qu'est-ce que ça t'évoque, amis auditeurs, auditrices? D'accord ou pas d'accord avec Nadia Lazouni? 01 40 33 9000, à vous de nous le dire. Comme toujours, c'est appréciable à entendre. Le ton est là. Après le fond, il est à l'image de ce que beaucoup ressentent. Cette distinction qu'il peut y avoir entre différentes personnes, notamment quand vous êtes au gouvernement, et le français normal. Donc très très bel avis tranché de la part de Nadia, comme toujours. Pourquoi Nadia, tu voulu parler de Gérald Darmanin? Quel était le message que tu souhaitais faire passer concrètement? En fait, j'ai trouvé cette scène juste grotesque, insultante.
vis-à-vis de la plaignante. Hein. Je reconnais. Alors moi, je suis très attachée au principe de la présomption d'innocence. C'est pour ça que je dis plaignante et je ne parle pas de victime. Donc de la même façon, je reste. Enfin, la précaution est de mise. Hein, que ce soit pour l'affaire Tarek Ramadan ou l'affaire Darmanin. Donc je n'accable pas l'homme. Ce qui me gêne profondément, c'est ce traitement de faveur. Hein. Qu'il bénéficie. Il est quand même accusé de viol. Il est certes pas coupable, mais je pense qu'il aurait fallu un peu plus de réserve de la part de nos élus. Et quel est le message qu'on est en train d'envoyer finalement aux Françaises et aux Français ? C'est-à-dire ces privilèges dont bénéficient les hommes qui sont accusés d'agression sexuelle quand ils sont blancs, hein, désolé de le dire, et quand ils sont au pouvoir. Moi, je trouve que la présomption d'innocence, elle est importante. Qu'elle soit valable pour lui, moi, je trouve ça normal. Après, ce qui n'est pas normal, c'est que ça soit pas le cas pour d'autres personnes. Après, tant que l'affaire n'est pas menée ou n'a pas réellement commencé, je pense que la présomption d'innocence est importante, même si beaucoup l'oublient, notamment des journalistes et certains politiques. Mais après, ce qui est dérangeant dans cette histoire-là, encore une fois, parce que Macron avait promis un vrai changement, on s'aperçoit que certains Français, eux, n'ont pas cette présomption d'innocence. Voilà. On a même déjà des gens qui sont quand même déjà coupables d'avoir un voile. On a vu l'affaire Ménel ou alors Tarek Ramadan, bon, sans le soutenir, mais Tarek Ramadan demain qui sera fixé sur sa demande de libération. Voilà, des gens, il y a le 2 poids 2 mesures en permanence, et encore plus quand vous êtes de confession musulmane ou alors si vous êtes une femme voilée aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez revoir. T'as fait du théâtre, Nadia? Oui. Ouais, ça se voit. Revoir la prestation de Nadia Lazouni dans son avis tranché sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. Allez-y, c'est un beau spectacle. On va voir ce qu'en pense Nadia qui nous appelle de Paris au 01 40 33 9000. Bonsoir Nadia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Enfin vous avoir. Ah bah oui, quand même avec en persistant. Enfin, on y arrive en persistant. On y arrive. Vous êtes victime de votre succès. Ah bah c'est gentil Nadia. Alors Nadia, est-ce que vous avez écouté Nadia justement? Alors moi, je n'allais pas intervenir sur ce qu'allait dire Nadia, parce que moi, je vous écoute tous les soirs. Mais vraiment, hein, je m'y tiens. Je sors du boulot, je vous écoute. Vous faites quoi dans la vie, Nadia? Pardon? Vous faites quoi dans la vie? Je suis chargée d'affaires professionnelles dans une grande banque que je ne citerai pas. D'accord, oui. Voilà. C'était resté anonyme. Anonyme, voilà, exactement. Et du coup, je m'y tiens, en fait, à vous écouter tous les soirs. Et malheureusement, tous les jours, j'entends la même chose. Toujours un peu de la part de vos intervenants, toujours un peu cette posture liée à la communauté musulmane de victimisation. C'est toujours on subit, et là on nous tend la perche pour peut-être essayer de s'organiser. Moi je vais rejoindre ce que disait Nadir. Il nous faut une représentation. Oui, quand on s'assoit autour de la table, il ne faut pas qu'on soit 50. Il faut qu'on soit organisé comme la communauté juive de France. Parce que ça y va de notre crédibilité. Aujourd'hui, les seuls interlocuteurs que nous avons pour notre communauté, ils sont cultuels. Il nous faut des représentants culturels. Il nous faut des gens issus de toute la classe sociale. Pas seulement, on ne parle pas seulement de religion quand on parle de nous. On parle aussi de tout ce que font les gens issus de l'immigration. Oui. Tout ça. Et malheureusement, je ne retrouve pas ça chez vous tous les jours, en fait. C'est un peu tout le temps les mêmes sujets, tout le temps. Ah ouais, mais ça va pas, mais regardez, on nous tape encore dessus. Ok, mais nous, en face, que faisons-nous? C'est la question que je pose souvent, Nadia, si tu nous écoutes. Si vous le permettez, Nadia, moi, je peux vous répondre? Oui, vas-y, Nadia, réponds à Nadia. C'est original. Alors moi, au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'on est beaucoup dans l'autoflagellation. On reçoit beaucoup d'appels de personnes qui tiennent exactement les mêmes discours que vous, à savoir qu'on a cherché l'islamophobie, qu'elle s'explique par nos comportements, parce qu'on n'est pas organisé. Je veux dire, on peut ne pas être organisé. Rien ne justifie la stigmatisation. On peut effectivement se rendre coupable d'actes d'incivisme, pas de problème, mais rien ne justifie la stigmatisation. Donc je pense qu'on est en train, effectivement, et c'est les personnes qui incriminent systématiquement les musulmans au sein même de notre communauté qui tendent la perche, plus que ceux finalement qui se comportent mal. C'est plutôt nous les bons petits moralisateurs qui disent oui, effectivement, on a beaucoup de choses à se... Et effectivement, il faut faire état de nos faiblesses, mais aussi de nos forces. Et des forces, il y en a. Moi, je suis une ancienne militante.
et j'ai longtemps été investie dans la société civile. Moi personnellement, tout ce que vous décrivez au quotidien, je ne le vois pas. J'ai vu des musulmanes et des musulmans organisés avec de la vision, la stratégie, de la perspicacité, l'envie d'agir, l'organisation de collectifs, de colloques, de tables rondes, de workshops, etc. Donc, à contrario, tout ce que vous décrivez aussi vous, oui, d'espèces d'islamophobie constante et permanente, moi non plus, je ne la vois pas dans mon quotidien. Est-ce que vous portez le foulard, madame? Est-ce que vous portez le foulard, madame? Pardon? Est-ce que vous portez le foulard, madame? Mais l'islam ne se... Non, mais je sais qu'elle ne se résume pas au foulard, mais l'islamophobie, 80% des actes visent les femmes qui portent le foulard. Donc si vous dites que vous ne voyez pas l'islamophobie, c'est que vous faites partie des 20% et vous avez de la chance à ce moment-là. Je travaille, comme vous en doutez, dans un grand groupe bancaire. Ouais, comme moi par le passé. Qui travaillent avec moi, elles ont fait le choix de porter le foulard, mais elles font également le choix d'enlever leur foulard avant de rentrer. Voilà, donc aux yeux de leurs collègues, elles retirent leur foulard. Et là, c'est une juriste qui vous parle. À l'époque où je portais pas de foulard, je travaillais comme vous dans des grands groupes français et aussi américains. Je ne portais pas le voile, j'étais plutôt apprêtée. Alors je peux vous dire qu'effectivement on m'a ouvert grands les bras. J'étais même plutôt le fantasme de la fille rebeu que bien des mecs avaient envie de oui. On a compris. Oui, bien sûr. Donc maintenant que je porte le foulard, je peux témoigner autrement et je peux vous dire que la réalité est différente. Nadia. Mais madame, elles ne sont pas moins musulmanes que vous. Mais est-ce que j'ai parlé de Elle n'a pas dit ça, Nadia. Est-ce que j'ai parlé de ferveur religieuse? Je suis en train de vous parler d'habits, madame. Pardon, elle a juste dit, Nadia, qu'aujourd'hui, il y a une réalité, et ça, c'est pas Nadia qui le dit, c'est les chiffres à l'appui. Oui. Les principales victimes d'islamophobie sont les femmes, en particulier, et en particulier celles qui portent effectivement le hijab, parce que, on les distingue évidemment plus facilement. Donc ça, il faut le comprendre. Oui, vous, par choix ou pas, vous ne le portez pas, ou vous le portez à la limite, ça ne nous regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais on parle pas du tout de le porter, de l'aspect religieux, voilà. À la base, j'appelais même pas pour le voile parce que c'est quelque chose de très personnel. Absolument, c'est personnel. Moi, j'appelais juste pour dire que c'est dommage pourtant je m'y tiens, je vous écoute tous les jours et il y a beaucoup de choses positives qui ressortent de vos échanges, mais c'est dans le fond, c'est quand même les mêmes choses qui reviennent un peu. Mais alors, ok, mais que fait-on? Là, tout à l'heure, on vous dit, votre auditrice, enfin, la personne qui est autour de la table disait, ouais, mais moi, j'ai pas envie qu'il soit 50 autour de la table. Mais on n'est même pas foutu d'en avoir un. Moi, au contraire, j'ai dit, j'aimerais bien qu'il soit 50. Bon, merci Nadia, en tout cas. Nadia, on va essayer, on espère, en tout cas, vous savez que ça fait des années, moi, que je présente ce type d'émission. Et, c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'on n'a pas beaucoup avancé, mais espérons que ça change, espérons que les choses s'organisent. Il y a eu l'OIF, il y a eu le CFCM. Non, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit, ah tiens, Jean Macron a trouvé la super idée, structurons la communauté musulmane et mettons en place une institution. L'UOIF, ils ont essayé de faire quelque chose, ils ont leurs torts et ils ont leurs faiblesses, etc. Les premiers à les décrier, c'est la communauté musulmane. CFCM, pareil. Mais oui, mais c'est toujours conflictuel. Mais qui vous dit, madame, que demain, une fois qu'on aura une nouvelle institution, vous ne serez pas la première à la désavouer? Ouais. Bah oui, c'est toujours le même problème, Nadia. C'est qu'il faut réfléchir là-dessus. C'est que dès qu'il y a quelque chose ou une personnalité ou une structure qui émerge, elle est tout de suite démolie, défoncée par l'opinion publique musulmane, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que personne, ne se reconnaît, ou il y a un problème de légitimité. Nadia. Non, mais Christophe, c'est humain que les gens quelque part cassent les dynamiques, parce que c'est pas donné à tout le monde de se mettre autour de la table, de gérer son temps, de prendre des rendez-vous, d'essayer de s'organiser, et surtout d'avoir de la réflexion et de l'analyse. Aujourd'hui, la critique, c'est ce qu'il y a de plus facile, hein. On critique et on passe à autre chose, et ainsi de suite. Ouais. Mais quand il s'agit de se mettre autour de la table et commencer à travailler, ça nécessite de la régularité, de la constance, du sérieux, des efforts, et c'est pas franchement donné à tout le monde. Est-ce qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont? Aujourd'hui, dans la communauté juive, par exemple, il y a beaucoup de dissensions. Il y a beaucoup à l'intérieur. Mais c'est humain. Mais quand il s'agit de parler de l'intérêt commun, ils sont tous unis. Non, mais ça aussi, c'est des... Comment ça, non? C'est des clichés, mais pas des clichés, mais bien sûr que non. Mais on l'entend aussi chez la communauté musulmane. Oui, mais les juifs, ils sont mieux organisés, les chrétiens, sur certains aspects peut-être, mais ça reste des êtres humains. Donc, je pense qu'il y a des moments où ils sont capables de s'entendre, comme nous, on peut l'être aussi. Donc on se voit de la face alors. On peut pas admettre qu'effectivement il y a des choses qui se font peut-être de meilleure manière ailleurs. Pour reparler des juifs, il y a le CRIF qui prend en otage la parole de la communauté juive. Je veux dire, alors ça, le CRIF c'est peut-être à part, parce que le CRIF c'est plutôt l'organe d'Israël que de la communauté juive. Mais alors pour le coup, qui travaille avec le gouvernement français? Est-ce que c'est vraiment le consistoire ou c'est plutôt le CRIF?
Bah normalement ça devrait être le consistoire. Maintenant c'est vrai que le CRIF, avec son dîner, avec ceci et cela, oui effectivement il y a un peu un mélange des genres ça pour le coup. Mais moi en tout cas d'après ce que j'ai vu et d'après les retours que j'ai, c'est effectivement il y a beaucoup de divisions au sein même de l'intérieur de la communauté juive. Il y a beaucoup de dissensions, mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt commun, ils sont tous unis. Voilà. Et ce qui est pas le cas, ce qui est loin d'être le cas pour les musulmans. Ce n'est que mon avis, je le partage avec moi-même déjà. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et Lupo, il en pense quoi? Ça, il en pense pas. Il est couché, il est abandonné. Il s'en fout, lui. Il a laissé tomber. Alors, on va maintenant parler pour qu'on enchaîne parce qu'on a pas mal de sujets à évoquer, messieurs dames. On va parler du procès de la petite Amimi, qui la jeune adolescente qui, vous le savez, avait été filmée, qui a été filmée, en train de gifler un soldat israélien, en Cisjordanie, qui a été derrière les barreaux à 17 ans seulement. Ait Amimi risque 7 ans de prison. Les autorités israéliennes veulent en faire un symbole. Et elle est devenue d'ailleurs pour le coup un symbole de la résistance côté palestinien. Et hier devait se tenir son procès. Son procès qui s'est tenu à huis clos alors qu'il y avait des journalistes évidemment. Alors les avocats de Ait Amimi dénoncent évidemment une volonté de vouloir empêcher les caméras et le monde de braquer en fait les yeux sur ce qui se passe réellement dans ce genre de tribunal. Et ils disent écoutez, visiblement il y a au-delà de l'affaire Ait Amimi, il y a aussi un problème de colonisation. C'est ce que dénoncent les avocats. Du coup, il y a un report du procès d'un mois demandé par les avocats. Malheureusement, Ait Amimi restera donc un mois de plus en prison jusqu'au mois de mars, en tout cas. Alors, Ait Amimi, symbole de la résistance palestinienne. Ait Amimi, qui était cette jeune fille, je rappelle, je pense que tout le monde a vu les images au moins une fois, cette jeune fille en train de gifler un soldat israélien. Et alors la famille était invitée à rentrer dans le tribunal, sauf que la plupart de la famille a été arrêtée justement en rapport avec l'affaire Ait Amimi, avec cette jeune adolescente. La plupart de cette famille donc est en prison, donc il n'en restait pas grand monde finalement qui ont pu accéder et rentrer au tribunal. Nadia, sur le Ait Amimi, ce symbole finalement personne n'en parle et là pour le coup il n'y a pas beaucoup de réactions au sein même de la communauté ici, des pro-palestiniens, parce que ça va même au-delà des musulmans pour le coup. Tu crois? Moi aussi je pense qu'il y a quand même un soutien. Et il y a beaucoup ont levé leur voix pour dénoncer cette détention arbitraire je veux dire c'est une habitude la détention arbitraire en Israël, donc peut-être que c'est rentré dans les mœurs et c'est devenu presque acceptable. C'est terrible. Puis j'ai juste envie de dire pas de justice, pas de paix. Donc on peut pas d'un côté dire qu'on travaille à la paix entre les deux États et commettre les pires injustices. Alors comment s'est expliqué le juge israélien pour empêcher le procès public? Il s'est en effet appuyé sur l'âge de la victime. Un débat public n'est pas dans l'intérêt de Ait Amimi, a-t-il déclaré. Oui, c'est parce que comme en France, effectivement, les mineurs, les audiences ne sont pas publiques. Mais il a surtout évité que les caméras soient braquées, quoi. Non, mais bien évidemment. Mais c'est une mascarade. Je veux dire, mais je sais même pas pourquoi ils organisent un procès, qu'ils la gardent enfermée sans se justifier et personne n'en dira rien. Ouais. Nadir, Ait Amimi. Encore un sujet qu'on a déjà abordé, effectivement. Mais tu veux la parole d'un complotiste alors, c'est ça? Parce que comme j'ai pas la parole de la bien-pensante, je vais avoir des propos qui sont pas pro-palestiniens. Comme je t'ai dit, je suis sensible à cette cause. Moi, je suis plutôt pro-justice par rapport à ce que je connais un petit peu, ce qui humainement peut me chagriner ou me paraître anormal. Que dire d'un pays qui a été créé sur un autre pays, qui est officiellement quand même une armée qui est dite une armée d'occupation, donc elle occupe, donc quelque part elle n'a pas à être là, mais elle est là. Donc elle a des postures qui sont inacceptables aux yeux de certains, mais qui le sont au regard de des lois internationales, parce que je crois qu'Israël est le pays qui a le plus de condamnation et qui ne respecte rien. Donc aujourd'hui, chercher à se positionner par rapport à cette petite fille, à ce symbole qui peut être aujourd'hui, et de se dire oui, c'est pas normal. Oui, nous, parce que on est peut-être plus touché par rapport à l'aspect communautaire ou religieux, peut-être, je sais pas. Donc on a ce sentiment d'injustice, mais globalement, les Français, je pense que la plupart d'entre eux ne sont pas du tout au courant de cette histoire-là.
Et même s'il l'était, quand on voit un petit peu le rapport de certains lobbies, je pense pas qu'ils peuvent avoir le courage de dire franchement ce qu'ils pensent. Alors par rapport à Israël, information importante puisque la police israélienne recommande à la justice de mettre en examen le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les enquêteurs livrent leurs conclusions. Il existerait, d'après eux, suffisamment de preuves pour qu'il soit inculpé, et ce, dans les 2 dossiers sur lesquels porte l'enquête. La décision de mettre en examen ou non le Premier ministre revient maintenant au procureur général. Netanyahou, de son côté, réfute toutes ces accusations, évidemment. Ça pourrait se corser quand même, mais c'est compliqué pour lui dans les quelques semaines à venir. Dans un instant, le nouveau rendez-vous que vous avez peut-être loupé tous les deux, ça s'appelle DLM. Déradicalisons les médias, parce que on en a marre de ces faiseurs de haine. Super. On en a marre de ces gens qui, justement, prennent l'islam en otage et s'en servent pour créer du buzz. Du coup, on a décidé, pour préserver le vivre ensemble, de sortir les ordonnances. Pour peut-être préserver notre vivre ensemble, on a besoin de les soigner. Aujourd'hui, c'est vous qui allez déterminer le gagnant du jour, celui qu'il faut mettre en quarantaine pendant 24 heures, celui à qui il faut prescrire une ordonnance d'urgence. Eh bien, celui qui a été mis en quarantaine s'appelle Patrice Carteron, le boxeur sans cerveau, qui va être affronté aujourd'hui à un poids lourd. Shir Mohamed Sifawi. À tout de suite. À vous de déterminer le gagnant. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Nadia Lazouni qui est en pleine forme aujourd'hui, avec Nadir Kaya également en pleine forme. Ils ont tous les deux l'air fatigués aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Oui, on l'a. C'est la Saint-Valentin peut-être. Parle pour toi, Christophe, moi j'ai la patate. T'as de la patate? Non, moi non, je l'ai pas du tout. C'est pas vrai. Petite info zappée, le Koweït promet 2 milliards de dollars pour aider à reconstruire l'Irak. La moitié de la somme sera un prêt, l'autre moitié se fera sous forme d'investissement. C'est le dernier jour aujourd'hui de la conférence internationale pour la refondation du pays. Les États-Unis promettent eux aussi 3 milliards de dollars de crédit, et le secrétaire général de l'ONU exprime lui toute sa reconnaissance aux autorités irakiennes pour la lutte qu'elles ont menée contre le groupe Daesh. Antonio Guterres appelle le monde entier à soutenir le pays dans sa reconstruction, évidemment. Je rappelle l'info évidemment qui est tombée tout à l'heure, c'est le tribunal qui a prononcé la relaxe pour Jawad, le logeur de Saint-Denis, a été relaxé, qui clamait son innocence. Voilà. J'espère qu'il va intenter des actions judiciaires contre tous ceux qui l'ont condamné par avance et qui l'avaient soumis à cette complicité déjà vis-à-vis des terroristes. Je vous rappelle que dans un instant, DLM, on va rigoler un petit peu parce que c'est le but vraiment de cette chronique, histoire de dépassionner un petit peu tout ça, de vraiment d'aider à essayer de préserver notre vivre ensemble auquel on tient tous et toutes. Mais avant cela, on va parler de ce deuxième sujet que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Après plusieurs jours de déclarations contradictoires de la part de membres de son gouvernement, Emmanuel Macron joue la clarté sur le futur service national universel. Hier soir, devant l'association de la presse présidentielle, le président a voulu mettre les choses au clair. Ce service national, dont un premier rapport d'information est remis donc ce matin au ministre, comportera bien une partie obligatoire. Alors, est-ce que vous êtes pour, justement, alors on parle d'une durée de 3 à 6 mois pour la partie obligatoire de ce service national universel. Est-ce que c'est une bonne chose, Nadia? Non, moi personnellement je trouve que tu t'appelles pas Nadia, je crois. Non, mais Nadir. Moi aussi j'ai entendu Nadir, mais je t'en prie, Nadir. Je commence toujours par les femmes, histoire d'être galant quand même. Non, Nadir, non, mais moi la galanterie, ça y est. Non, moi je trouve que c'est un retour en arrière de chercher à vouloir obliger les uns et les autres à faire l'armée. Je pense qu'aujourd'hui on vit une époque qui est complètement différente que celle qu'on a pu vivre fut un temps. Moi je serais plus partant pour un service civique, même s'il existe déjà sous une certaine forme. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin de plus ancrer la citoyenneté auprès de nos jeunes, à travers l'exemplarité de certains, les missions qui peuvent être mises en place notamment dans les quartiers populaires. L'armée c'est une régression, notamment quand on sait que l'ennemi par rapport au terrorisme a une façon d'agir qui est complètement différente que certains ont pu connaître à l'époque de certaines guerres. Donc aujourd'hui c'est une guerre différente qui se passe souvent par le biais des réseaux sociaux, par le biais du net, d'une certaine technologie. Donc revenir en arrière avec le fait d'imposer un service obligatoire, je pense que c'est une mauvaise bonne idée. de Macron durant sa campagne. Ouais, mais bon, c'est une promesse qui me paraît
pas être intéressante aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait... Qu'il aurait pu ne pas tenir, comme beaucoup d'autres promesses. Hein. Ouais, ou expliquer pourquoi ne pas la tenir, tout simplement. Pourquoi c'est gênant? Parce que par exemple, ça peut permettre, à certains jeunes, par exemple issus des quartiers populaires, d'aller rencontrer d'autres jeunes, aussi de se soumettre à une certaine discipline, peut-être. Oui, mais qu'ils le fassent de façon bénévole. Sans chercher obligatoirement à les forcer 3 mois, 6 mois, ouais, 1 an. Et les cours d'éducation civique, comme il l'a dit Nadir, c'était suffisant, ça suffit amplement. Donc c'est pas nécessaire selon. C'est pas nécessaire, mais en fait ce que j'aime bien avec Macron, hein, c'est un peu notre président de la com et du marketing, c'est universel, tu vois. Donc du coup tout de suite ça brille, un espèce de clinquant et on se dit que on va participer à un projet où on va rejoindre un groupe un peu international, mais etc. Ce qui est vicieux là-dedans, c'est quand on regarde bien, à qui ça s'adresse ça? Aux jeunes. Mais à quels jeunes d'après vous? Aux jeunes des quartiers. Mais quels jeunes des quartiers? De victimisation. Mais non, arrête ça s'adresse aux jeunes de tout le monde, enfin toute la France. Oui, mais oui, mais c'est du pipeau, on le sait très bien. Tu sais qu'aujourd'hui je suis dans un esprit de complotiste, donc je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Donc moi je pense que ils sont pas les bien vus en ce moment. Ouais, mais c'est pas grave, on n'est pas le bien vu depuis au moins 30 ou 40 ans, donc c'est pas grave. Hein, donc, depuis 62. Une année de plus, hein, c'est pas ça qui va changer les choses. Non, je pense que ça vise toujours à rassurer un électorat plutôt de droite, voire d'extrême droite, de dire on va taper sur des jeunes, notamment ces jeunes-là, les jeunes de banlieue, voir ces Arabes ou ces musulmans qui sont pas très bien intégrés. Nous, on va réussir à mettre un coup de bâton en remettant en place le service militaire. On va les redresser, vous allez voir, tout va bien se passer. C'est du pipeau. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Du coup, je pense que là, j'en finis avec Macron, puisque il a hier devant la presse présidentielle, Macron a également fait le tour de plusieurs autres sujets, notamment celui de la Syrie d'ailleurs. Il n'exclut pas une opération militaire menée directement contre l'armée de Bachar el-Assad, mais il pose une condition: avoir des preuves avérées que des armes chimiques ont été utilisées contre des populations civiles. Voilà. Donc on verra. Guerre, là. Ouais. Et puis tiens, une petite information très intéressante, sachez que l'Assemblée nationale en France, toujours bien sûr, l'Assemblée nationale fait un premier pas vers la modification des élections européennes. Les députés adoptent un premier article qui refond les 8 circonscriptions françaises en une seule circonscription unique. En clair, chaque parti ne présenterait plus qu'une liste pour le prochain scrutin européen, contre une pour chaque circonscription actuellement. Ce mode de fonctionnement actuel, qui date d'ailleurs que de 2004, et la réforme fait presque l'unanimité chez les députés. Seuls les Républicains s'y opposent pour l'heure. Voilà, donc ça c'est pour les élections européennes qui arrivent à grands pas. D'ailleurs, je crois que c'est l'année prochaine. Donc à suivre. J'ai l'impression quand même que vous êtes beaucoup dans la victimisation, hein, Nadia et Nadir. Du coup là, il faut absolument déradicaliser tout ça. Non, pas du tout. Moi, ça y est, j'attends plus rien en fait de nos élus, de ceux qui sont au pouvoir. Donc ça me pose pas de problème. J'ai dépassé ça. On va appeler en toi, ma chère Nadia, Docteur Nadia, parce qu'on a besoin de toi. C'est parti pour DLM. La première chose que les complotistes disent: ah ben tiens, pourquoi il y avait une carte d'identité par terre? Déradicalisons les médias. Vous écrivez, vous dites n'importe quoi. Vous pouvez l'emballer comme vous voulez, c'est d'abord et avant tout un signe de pression. Essayez de travailler avec vos mains et votre tête. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans cette partie humoristique de cette émission, on va essayer évidemment de s'attaquer à soigner tous ces faiseurs de haine. Et Dieu sait qu'il y en a. Nadia et Nadir, vous n'allez pas me contredire pour le coup. Celui qui a gagné hier, celui à qui on a imposé une 24 heures de quarantaine, à qui on a prescrit une ordonnance, s'appelle Patrice Carteron, pour avoir posté cette vidéo sur Facebook et surtout pour avoir été repris, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mise, dans la tribune de Valeurs Actuelles. Voici ce qu'il a dit. Alors je vous passe pas tout parce que franchement c'est pas du très clair, et d'ailleurs j'invite les âmes sensibles à s'écarter légèrement de la radio parce que le vocabulaire de Carteron, voilà. Il a été élu hier grand gagnant, à qui on doit s'intéresser, sur le cas dont on doit se soigner. Voilà, je vais y arriver. Du coup ils m'ont fait bafouiller ce Carteron. On va écouter plutôt de quoi il s'agit. J'ai écouté attentivement ton putain de plaidoyer hypocrite de merde. Écoute bien, Néném. Écoute bien. Le jour des attentats, c'est quoi, même moi-même, qui ne l'ai pas vécu, qui ai vu seulement les images, je suis resté sidéré. Et la première chose, c'est de dire putain, pourquoi et comment ça a pu arriver un truc pareil. La première chose que les complotistes disent: ah ben tiens, pourquoi il y avait une carte d'identité par terre?
Mais ils le revendiquent quand ils font un attentat. Ils laissent des vidéos. Alors c'est pas leur carte d'identité dont ils ont quelque chose à foutre. Donc première chose. Deuxième. Alors, on s'arrête là parce qu'après, évidemment, c'est limite de la pelle au meurtre, hein, parce que voilà. Oui. Alors moi, j'ai pas vu la vidéo. Oui, bah, écoutez. Alors, on y oppose aujourd'hui un autre cas sur lequel peut-être il faut s'intéresser. C'est vous qui allez décider, Nadia, auditrice, auditeur, approchez-vous vite de votre téléphone 01 40 33 9000 parce qu'on doit prescrire cette ordonnance d'urgence, messieurs dames. L'état d'urgence, oui, est là tous les jours dans DLM à un monsieur, à un poids lourd. Shir Mohamed Sifawi pour cette phrase. Le voile est un problème. Je suis désolé qu'on soit victime du terrorisme ou pas, le voile est un problème. Et pourquoi? C'est un outil politique? Le voile est un symbole de l'infériorisation de la femme. Le voile est quelque chose qui, au-delà des personnes qui le portent, qui peuvent être par ailleurs très sympathiques, qui le portent consciemment ou pas. Ah, ou pas? Ou pas, consciemment ou pas. C'est difficile de vous mettre dans leur tête, non? Il y a des femmes qui le portent par mimétisme. Et d'autres par liberté? Il y a des femmes qui... Oui, mais combien même? Combien même? La liberté, si vous voulez, qui va banaliser dans l'espace public un vêtement qui symbolise quelque chose de très particulier, en l'occurrence le caractère inférieur supposé de la femme à l'homme, n'est pas quelque chose que j'accepte de banaliser, d'une part. D'autre part, mon modeste parcours m'a appris que là où il y a la banalisation du voile, il y a la banalisation du corpus. Le corpus, attendez, le corpus. Pour les téléspectateurs, je précise qu'on parle du voile. Moi, je vous pose une question simple. Latifa Benziaten, qui porte des valeurs, je crois que vous le reconnaissez, de paix, me semble-t-il, on a déjà assisté. J'en sais rien. Vous n'en savez rien? Vous remettez en cause son combat? Moi, j'en sais rien. Ce n'est pas parce que là, je le dis. Vous pratiquez les mêmes méthodes que vos absolument pas. Ce n'est pas parce qu'on est victime du terrorisme. Vous pensez que cette femme fait de l'entrisme sur l'islam politique? Je n'ai pas utilisé ces termes. Je vous pose la question. J'utilise une terminologie très précise. Le voile qu'elle porte est incompatible avec les valeurs qu'elle dit défendre. D'une part, ce n'est pas interdit le voile qu'elle porte est porté par l'idéologie qui a tué son propre fils. Deux, l'idéologie en l'occurrence celle des frères musulmans et celle du wahhabisme saoudien qui ont banalisé ou qui ont imposé que la femme soit à ce point inférieure, y compris par le vêtement à l'homme, et la même idéologie et le même corpus vous qui avez a fait tuer son regretté une fils. partie. On est dans la victimisation, donc je fais une espèce de commentaire. Voilà, alors je crois que effectivement l'heure est grave, messieurs dames. Shir Mohamed Sifawi, là, s'en est donné à cœur joie. Du coup, il faut peut-être, c'est à vous de décider, lui prescrire une quarantaine de 24 heures, voire plus, c'est vous qui allez décider, et lui prescrire une ordonnance. Alors, Patrice Carteron ou Shir Mohamed Sifawi, Nadia, à qui on doit prescrire d'urgence une ordonnance? Alors, Sifawi. Sifawi? Ouais, Sifawi. Non, ouais. Moi, comme je t'ai dit, je suis pour l'euthanasie, notamment pour ces cas extrêmes. Je pense que ce serait bon pour Carteron et pour Sifawi. Je pense que ce serait nécessaire de le renvoyer un petit peu en Algérie. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait de l'aide, mais je lui conseille une petite cure en Algérie, thermale. Alors, il va falloir départager à mes auditrices auditeurs, Sifawi ou Carteron, à qui on impose une quarantaine de 24 heures, une ordonnance d'urgence avec des médicaments très puissants pour le soigner, parce internement même. Voilà. Allô, bonsoir. Camisole. Allô, salut Christophe, salut mes amis, Abdel d'Orléans. Abdel, à qui on prescrit une ordonnance d'un Carteron ou Sifawi d'après toi? Je vais être sincère avec vous les amis. Un internement avec la camisole de force pour tous les deux. Voilà. Ouais, mais non, il faut départager les gars. Internement avec camisole de force. Et puis il va bien falloir blinder les médocs, hein. Et on va prendre du cyanure, hein, si ça continue avec leur connerie, hein. Maintenant on est plus libre, hein. Ouais. Enfin, c'est de la dinguerie. C'est ça. Excusez-moi, ces gens-là, ne prenez pas compte de ce qu'ils disent en fait, ne leur donnez pas d'importance. Mais c'est pour ça qu'on fait DLM, Abdel. Alors donc tu dis les deux, mais le problème c'est qu'on n'a qu'une place dans le centre de déradicalisation des médias, Sifawi ou sur Carteron. Pour l'instant, donc après la voix de Nadia, ça nous fait du Sifawi pour l'instant. Allô, bonsoir. Peut-être cet appel va départager. Allô. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom, madame? Je suis désolée, je vais pas donner de carton. Ah bah là, vous me rappelez après alors, madame. Je suis désolé. L'heure, c'est la discipline dans cette émission quand même. Vous voulez donner évidemment votre avis sur autre chose, vous le ferez tout à l'heure avec grand plaisir, chère madame. Pour l'heure, il nous faut absolument départager Carteron ou Shir Sifawi pour à qui on va prescrire une quarantaine de 24 heures. À qui on va bien ordonner une ordonnance de circonstances pour le coup. Vous nous appelez pour nous dire 01 40 33 9000. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Carteron ou Sifawi?
Oh, moi je dirais Sifaoui à Carteron, il a déjà le cerveau en marmelade, il a pris dans les rings. Merci à toi, merci beaucoup. Bon, eh bien je crois qu'on a notre grand gagnant, celui à qui on va prescrire cette fameuse ordonnance, mon cher Nadir, ma chère Nadia. Il s'appelle Mohamed Shir Sifaoui, qui va devoir passer 24 heures en quarantaine et qui reviendra ainsi demain. Et on le soumettra à nouveau au docteur Redouane Moumine demain et ainsi qu'aux auditeurs parce qu'il faut absolument s'occuper de son cas en urgence. Bon, voilà, c'est tout pour DLM. C'est sympa, non? C'est pour essayer de détendre un peu l'atmosphère. Hein, c'est nécessaire vu l'actualité toxique et déprimante. Mieux vaut rire un petit peu. Voilà, mais tout ça évidemment n'est que de l'humour. Je le précise, hein, au cas où. Tu vois, c'est toujours bon de le rappeler. Donc voilà, ce n'est que de l'humour et surtout pour essayer de préserver notre vivre ensemble qui est quand même bien entaché en ce moment. Hein. Alors messieurs dames, vous savez, je vous apprends rien, nous sommes le 14 février. C'est quoi le 14 février, Nadia? Aucune idée. La Saint-Valentin. Real PSG. Real PSG et la Saint-Valentin. Du coup, il y a problème. Il y a problème, ma chère Nadia. Mais un énorme problème. Il y a la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Vous savez, la petite rose obligatoire pour madame, pour qu'elle soit satisfaite. Et il y a le match de foot ce soir pour les amateurs de foot. Sacré dilemme. Real PSG, du coup. Qui va l'emporter entre la Saint-Valentin, votre moitié, ou le foot ce soir? Nadia, est-ce que tu te sens concernée par cette problématique? Absolument pas. Ah bon? Voilà. D'accord. Voilà. Point. Nadia, est-ce que tu te sens concernée et comment vas-tu pour gérer tout cela, mon cher Nadia? Absolument pas concerné. Non, moi ce soir c'est Real PSG. Voilà, bonhomme. Non, il y a pas de débat. Je pense que c'est une posture philosophique. Je pense que je vais regarder des sportifs de haut niveau s'affronter. Et tu fais quoi de la Saint-Valentin? Ah bah je passe à autre chose. Demain on est le 15. Ouais. Tout simplement, c'est un jour comme un autre. Il offre des cadeaux toute l'année à son épouse Nadia. Ouais, voilà. Je suis moi-même un cadeau pour Alors dites-nous vous au 01 40 33 9000 quel est votre choix, comment vous arrivez à conjuguer tout cela? Est-ce que vous pouvez être comme moi, par exemple la Saint-Valentin, j'en ai absolument rien à faire. C'est vraiment un truc commercial de ouf. Mais attends, les cadeaux là qui sont il faut le dire. Vous qui dites ça, mesdames, vous êtes les premières à faire la gueule lorsque vous n'avez pas votre cadeau entre la maison. Ah non. Arrête. T'as pas oublié quelque chose? Voilà, t'as pas oublié quelque chose? Alors 01 40 33 9000 pour nous dire un petit peu comment vous allez gérer tout cela. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, voilà, je vous appelle de Marseille. Bonsoir chère madame, quel est votre prénom? Feriel, je m'appelle Feriel. Feriel, pardon. Donc je voulais déjà intervenir sur le monsieur là qu'on vient d'entendre. Nadia. Ah, Sifaoui, cher Sifaoui. Oui, mais ça y est, on l'a mis en quarantaine là, Sifaoui, ça y est. Une opération chirurgicale quand lui il a ce monsieur. Donc voilà. Enfin, par rapport à la Saint-Valentin, oui. Je suis vraiment là, je suis dedans. Ah bon? J'ai un mari sportif. Oui. 2 ans sportif. Oui. Du coup, j'ai passé la Saint-Valentin en face de la télé, malgré moi. Ah bah voilà. Donc vous allez regarder quoi ce soir à la télé? Le fameux match. Ah donc votre mari a gagné. Voilà, il a réussi à vous faire intéresser au match de ce soir. Monsieur, grâce aux enfants. Hein. Ah, grâce aux enfants. Mais du coup, dites donc, est-ce que vous avez eu votre petit cadeau ou pas? Je vais voir, je sais pas, je vais le découvrir. J'espère qu'il a au moins pensé à ça. T'as vu Nadia? Regarde, elle dit j'espère qu'il a au moins pensé à ça. Voilà. Un maillot du PSG, c'est ça. Bon, en tout cas, il s'en est bien sorti. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et... Personnellement, je suis contre la Saint-Valentin en tant que fête commerciale. Mais c'est toujours une occasion. J'adore le petite rose, c'est sympa. Ou éventuellement sortir ensemble. Mais ça ne sera pas ton cas. Sans les enfants. Eh ben oui. Bah écoutez, ça tombe mal. Hein. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je vous dise. Bon, bah merci beaucoup en tout cas et bonne Saint-Valentin quand même devant le match Real PSG. Il insiste, Christophe. Oui. Il va gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quoi? Le Real, quoi? Le Real. Zizou. Bon, eh bien merci beaucoup madame. À très bientôt. Vous allez me chercher là, je pense. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez pas me trouver. Je vais rester neutre aujourd'hui. 01 40 33 9000 évidemment. Alors comment vous allez faire pour conjuguer cette Saint-Valentin aujourd'hui et ce match de football? Donc, d'après cette auditrice de Marseille, elle va regarder le match malgré elle devant la télévision. Mais elle attend son petit cadeau. Eh bien, vous avez raison, Feriel, si tu me le permets. Oui, vas-y, je te permets. Christophe. Feriel, vous ne célébrez pas la Saint-Valentin. Il y a un article très intéressant publié sur l'Express. Violence sexuelle, l'histoire de la Saint-Valentin est loin d'être romantique. Loin de l'image du dîner aux chandelles et des mots doux, la Saint-Valentin a longtemps été célébrée par des viols et des violences faites aux femmes. Encore un coup de mais là féministe. tu veux noircir le tableau. Voilà. C'est un coup des féministes.
Le lobby féministe. Tu veux casser le truc, là. Les FMN. Ouais. Le réseau des C'est bien FMN. non, mais c'est bien de s'interroger sur l'origine des fêtes que l'on célèbre. Voilà. Bon, alors, on va prendre un autre appel, peut-être. Allô, bonsoir. Allô. Real de Madrid, la Maison Blanche. Très bien. Real de Madrid, il a dit quoi? J'ai pas compris, en fait. La Maison Blanche. Ouais, la Maison Blanche. Ok. Bon, 01 40 33 9000, Saint-Valentin ou foot, qui va l'emporter ce soir, selon vous? Eh bien, vous nous appelez pour nous apporter vos témoignages. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, monsieur? Bonsoir, Abdel de Paris. Abdel de Paris. Alors, vous, Saint-Valentin ou match Real de Madrid PSG? Ni l'un ni l'autre. On a trouvé ni l'un ni l'autre. Comme Nadia. On est en période budgétaire, donc là, ça bosse dur au bureau. Ah ouais, donc toi, c'est soirée au bureau. Donc ouais, c'est soirée travail pour moi. Bon, bah écoute, donc pas de Saint-Valentin. Est-ce que t'as une est-ce que 45 pour qu'on passe un petit coup de fil. D'accord, mais dis donc, t'as une Valentine? Oui. Et donc elle ne tient pas, enfin tu lui fais pas de cadeau, rien? Bah en fait c'est où on fait l'impasse sur la Saint-Valentin, ou sinon il y aura plus jamais de cadeaux, je serai au chômage. Ah oui, d'accord. Bah, effectivement le choix est vite fait alors. Hein. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas Abdel et bon courage donc ce soir au bureau alors. Hein. Merci, bonne soirée, bon courage. Bonne soirée. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Nadia, je vois que tu t'en sors bien quand même. Hein. Je sais pas, j'ai pas eu ta femme au téléphone, mais il va falloir que je l'appelle quand même pour lui demander comment ça se passe concrètement. Hein? Non, normalement c'est le foot, à moins qu'il y ait une panne électrique qui survienne. Je sais pas. Normalement c'est le foot. Qui peut être créé par madame, on sait jamais. On sait jamais. Les femmes à ce niveau-là sont très très fortes. Mais j'avoue, Nadia, quand même, tout à l'heure, tu disais oui, la Saint-Valentin truc, mais les dames, tout à l'heure, disaient oui, je m'en fous, mais elle attend quand même le petit cadeau, notre auditrice de Marseille, hein. Ouais, bah écoute, on a été endoctrinés, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, je dis pas ça contre vous, madame, hein. Je comprends. Je veux dire, pendant longtemps, j'ai pensé comme vous, mais aujourd'hui, c'est différent. Allez, un dernier appel pour voir un petit peu qui l'emporte entre la Saint-Valentin et le foot. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir, quel est votre prénom? Amine de Nanterre. Bonsoir Amine de Nanterre. Alors Amine de Nanterre, c'est match ou Saint-Valentin ou les deux ou rien du tout? PSG forever, bien sûr, PSG. PSG voilà, et tu es pour le PSG évidemment. Je suis barcelonais en fait de cœur, du coup ouais, je vais être pour PSG, oui. Ah d'accord, très bien. Eh bien écoute, donc et la Saint-Valentin, donc toi tu... Non, on s'en fout. On a tous les jours la Saint-Valentin ici. C'est pour les célibataires, on va dire, allez. Saint-Valentin, c'est tous les jours chez nous. Exact. Une fois par an. Bon, eh ben écoute, merci en tout cas et bon match pour ce soir. Dis-moi un petit pronostic, tiens. 2-0 pour le PSG, tiens. Allez, moi je suis preneur. Merci beaucoup. Un but de Neymar et Mbappé. Allez, Inch'Allah. Écoute ça. Écoute ça. Allez, même les Marseillais chanter, allez. Nadia, faudra que je t'emmène au parc, un de ces quatre. Parc des Princes. Jamais. Pourquoi? Je ne veux pas être témoin de violence. Mais il n'y a pas de violence, c'est du jeu, c'est du foot, on s'amuse. Ah, bien sûr. Oui, bon, d'accord. 01 40 33 9000. Un petit dernier avant de passer à la pub au coup de cœur et Libertad. Allô, bonsoir. Allô. Ok, très silencieux du coup, lui, ça sera ni Saint-Valentin ni foot, ça sera rien. Le chat, je sais pas, il va peut-être venir dans Libertad nous rendre une petite visite dans un instant. Les coups de cœur de Nadia Lazouni et de Nadir Kaya et suivi pour finir évidemment de Libertad. Bonne Saint-Valentin à tous et surtout pour match de foot et allez Paris. LGF, le grand forum avec Nadia Lazouni et avec Nadir Kaya pour les coups de cœur maintenant sur France Maghreb 2. On va ainsi les découvrir évidemment. Quel coup de cœur pour Nadia, pour Nadir. Eh bien, ils vont nous présenter évidemment ce qu'ils ont choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui. On va découvrir tout cela dans un instant. Avec vous aussi, vos appels dans un instant pour Libertad 01 40 33 9000. Rapprochez-vous de votre téléphone, ça peut servir bien sûr pour participer à Libertad dans un instant au 01 40 33 9000. Les coups de cœur de Nadia et Nadir, c'est maintenant tout de suite, c'est parti. France Maghreb 2,
le coup de cœur. Alors Nadia, ton coup de cœur. Alors moi, mon coup de cœur, c'est le Berger des Abeilles. Alors le Berger des Abeilles, c'est une association qui a été créée par Tariq et son épouse Fouzia. Et ils organisent en fait des circuits au Kerala, en Inde. Et pour vous donner envie et découvrir un petit peu leur beau travail, je vais tout simplement vous lire une de leurs annonces. Donc le Berger des Abeilles, en fait, vous invite à un voyage sur les traces d'Ibn Battuta, voyageur musulman du XIVe siècle qui emprunta la route des épices et parcourut le Kerala, appelé naguère Côte de Malabar ou Côte des épices, des quartiers pittoresques et historiques de la presqu'île de Fort Cochin aux plantations de thé sur les montagnes verdoyantes des Ghats occidentaux, en passant, je ne sais pas si on dit Ghats ou on dit Rat, c'est GH, bon, en passant par les jardins d'épices de Tekadi et sa magnifique réserve naturelle de Périllard, la paisible nuit en bateau traditionnel au rythme des canaux, lagunes et lacs Vambana, et enfin la merveilleuse plage de sable blanc bordée de cocotiers de Marari. Vous vivrez des moments intenses mêlés de rencontres et repas conviviaux avec les communautés locales. C'est en effet un véritable voyage de rencontre avec la population. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des projets solidaires avec les orphelinats locaux pour redonner le sourire à ces enfants. Il y a également des aides ponctuelles d'urgence à apporter à quelques familles en difficulté. Et également la participation donc des personnes qui rejoindront le circuit à la construction ou à la rénovation de madrasa du Fort Cochin. Il y a aussi des ateliers culinaires pour apprendre à cuisiner indien. Donc c'est un voyage très complet. C'est des circuits, donc c'est 14 jours, 13 nuits. Vous pourrez découvrir toutes leurs activités au Berger des Abeilles sur leur page Facebook, le Berger des Abeilles. Il y a un site qui est en construction. Et alors pour le numéro de téléphone, alors le couple vit actuellement en Inde, mais vous pouvez les joindre via WhatsApp. Le numéro 06 35 35 04 63 06 2 x 35 04 63, le Berger des Abeilles. Nadir, Kaya, pour ton coup de cœur. Oui, moi, mon coup de cœur sera celui de Mohamed Koussa, qui est un professeur en lycée du côté de la Courneuve et qui vit pas très loin, du côté de Duny. Pourquoi ce coup de cœur? Parce qu'il est champion du monde et de France de lecture rapide et que malheureusement, au vu de ces différents titres, il n'y a pas d'écho au niveau des médias, alors que c'est une performance quand même mondiale. J'ai vu un peu les images, il y a quand même plus d'une centaine de concurrents qui viennent du monde entier s'affronter. Et il a développé une technique qui est particulière, qui lui permet de lire, mais extrêmement rapidement, des ouvrages ou des livres 5 à 6 fois plus rapide que n'importe quelle personne. Et à partir de là, donc il a été médaillé dernièrement en Chine, donc champion du monde en titre, et il est champion de France également en titre. Mais paradoxalement, aucun écho médiatique sur ses performances. Voilà, c'est un gars qui est super sympa, qui est prof du côté de la Courneuve, et donc voilà, je voulais souligner donc Mohamed Koussa, champion du monde et de France de lecture rapide. Merci à tous les deux. Donc je rappelle les coups de cœur de Nadia Lazouni et de Nadir Kaya pour ce mercredi sur France Maghreb 2. Allez, c'est parti messieurs dames pour Libertad. Ah oui, rapprochez-vous de votre téléphone. Vous êtes dans votre voiture, déjà à la maison. Vous nous appelez de partout en France et à l'étranger. C'est le moment de prendre votre téléphone. Allô, bonsoir. Allô? Ah, ça commence bien. Bon. Ah non, mais on va parler à votre place, hein, sinon. Oui, pourquoi pas. 01 40 33 9000, évidemment, pour nous appeler. Vous, évidemment, participez à Libertad, comme chaque jour, en fin d'émission, sur France Maghreb 2. Voilà, le temps que je débloque le standard. Et tout devrait rentrer dans l'ordre, évidemment, pour que vous puissiez nous appeler, participer. Vous avez un truc à nous dire, nous faire part, par exemple, d'un événement qui se passe près de chez vous. On sait jamais, bien vous nous appelez, comme Nadia, vous pouvez rendre aussi, vous aussi, un petit coup de cœur à une association, oui. à quelque chose. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Laïla. Laïla, vous nous appelez d'où, chère Laïla? Val-de-Marne. On vous écoute, chère Laïla. Oui, donc je tiens déjà à vous dire que votre émission est géniale. Donc je l'écoute tous les soirs en sortant du bureau. Merci Laïla. C'est un régal et ça me permet de patienter dans les bouchons. Ah bah au moins on sert à quelque chose alors. Hein. Ah oui, franchement, rien à dire. Bon. Sinon moi je voulais réagir par rapport à monsieur Cheikh Mohamed, je me rappelle. Sifaoui. On l'a mis en quarantaine, hein. L'a mis en quarantaine. Il est pas chier. Hein. Oui, non monsieur. C'est juste lamentable. Ouais. J'ai envie de dire vraiment lamentable. J'ai envie de vous dire aussi que je ne sais pas d'où il vient. C'est pas cool. Et voilà. Par rapport à son l'autre monsieur, le boxeur.
Ah oui. Patrice Carteron. Voilà, c'est encore pire. Oui, lui, son cas est grave quand même. Hein. Très Voilà, grave, très grave. Voilà, mais j'ai été plus choquée par cher Mohamed. Parce que faut pas tout l'oublier Racine. Et ça cause malheureusement des gens comme ça qui nous donnent une mauvaise image de la religion musulmane. Et le pire, c'est que Mohamed Sifawi est né en Algérie, grandi en Algérie. Il est absolument pas français comme nous. Il se permet de s'ingérer dans nos affaires. Bon, merci Leïla en tout cas et bon courage dans les bouchons. Merci à tous, merci, à bientôt. Merci, au revoir. 01 40 33 9000. Mais vous inquiétez pas, Mohamed Sifawi, on lui a prescrit une belle ordonnance. Je pense que ça devrait aller mieux dans les jours à venir. On l'espère en tout cas. Pour lui et pour nous. 01 40 33 9000. Bonsoir. Allô? Allô? Ouais, prénom et ville d'appel. Bonsoir. Faisal de Paris. Faisal, qu'est-ce qui se passe, Faisal? Et ici de Paris. Oui, ici c'est... Faisal, qu'est-ce qui se passe, Faisal? Baisse ta radio, Faisal, on entend rien là, il y a un retour de ouf. Voilà. Bon, Faisal, qu'est-ce que... Ok, c'était juste pour dire aller Paris quoi. Ok, Faisal. 01 40 33 9000. Baissez bien vos radios avant d'appeler parce que là je décroche en direct, vous voyez. C'est sans filtrage, ça se fait nulle part ailleurs, mais ici sur France Maghreb 2. Voilà, 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui on va accueillir maintenant. Allô, bonsoir. Salut, c'est Youssef Parancy. Salut Youssef, qu'est-ce qui se passe? T'es chaud pour le match de l'année ou pas? Ouais, je suis chaud, ouais. Je suis chaud patate même Youssef, mais je suis un peu inquiet, je dois te le dire. Mon pronostic 1-0 Real. Accroche. C'est pas cool ce que tu fais là, c'est pas cool mais bon. Real, ils ont l'expérience, hein. Les 2 derniers de Ligue des Champions, c'était pour eux, hein. Oui, on est d'accord, Et alors tiens, je te pose la question, est-ce que la pression elle est plus sur le Real ou sur le PSG? Ah, pour le Real quand même, hein. Le Real, ils ont plus de championnat et plus de coupe. Alors bah oui. Peuvent être champions, quoi. Merci à toi et bon match. Salut, ciao. 01 40 33 9000. Nadia doit dire mais de quoi on parle là? J'ai jamais regardé un match de sauf pas la vrai. Coupe du monde 98. Ah. 2014 aussi. Ah ouais? Ouais, mais j'ai regardé les derniers matchs quoi. D'accord. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Farid de Marseille. Salut Farid de Marseille. Salut. Qu'est-ce qui se passe, Farid? C'est juste pour dire qu'il y a 2 semaines, il y a un taxi qui a été agressé par 4 fachos. Ouais. Un taxi musulman. Et puis il a été bien tabassé à tabac et que je sais pas, personne n'en parle et ça intéresse personne. Ça s'est passé où, Farid? À Marseille. À Marseille. Et on sait ce qui s'est passé exactement? C'est un chauffeur de taxi qui a été passé à tabac. Voilà. Ouais. Par 4 racistes gratuitement. Il a, vous le connaissez? Est-ce que oui. Ouais. Est-ce qu'il a un avocat? Ah oui, non, il a porté plainte et tout. Bien sûr, ils ont été attrapés. Hein. Ah, ils ont été attrapés. En plus. Okay, oui, mais bon, il n'y a pas eu de médiatisation, personne n'en a parlé. Voilà. Oui, non, mais ça n'intéresse pas les médias. Ça n'intéresse pas les médias, effectivement. Voilà. Merci en tout cas de l'avoir relayé, de l'avoir fait part aux auditrices et aux auditeurs très nombreux qui écoutent France Maghreb 2 et en particulier Grand Forum. Merci Farid. C'est marrant, Christophe, si je peux me permettre, parce qu'il paraît que l'islamophobie régresse et que l'antisémitisme augmente. Oui. Je dis ça comme ça. Hein. Ouais. Allez, une petite dernière pour la route pour ce soir. 01 40 33 9000. Voilà, c'est bien aussi. Libertad, ça doit servir aussi à ça, à dénoncer des choses qui se passent près de chez vous, qui ne sont évidemment pas relayées par les médias parce qu'ils s'en tapent complètement. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? mon cheval maintenant. Ouais, bah, franchement, t'as du boulot. Hein. Mauvaise imitation. Là, je te félicite pas. C'est carton. C'est carton. Ah, c'est carton, ouais, imagine, c'est carton. Patrice, tu es un boxeur qui a dû prendre trop de coups sur la tête. Tu n'as plus de cervelle. Tu es inapte. On va te mettre sous tutelle. Oui, absolument. C'est un cas grave. France Maghreb 2, bonsoir. Dernier pour ce soir. Allô? Oui, bonsoir. Moi, je rebondis suite à l'intervention de Farid. Alors, oui. Je vais me présenter. Oui. Souleymane de Courbevoie. Salut Souleymane, bienvenue à toi. Voilà. Tu clôtures tu fermes la boutique. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc, c'est lamentable, effectivement. Je suis d'accord avec Farid. Que de tels événements soient pas relayés au niveau des médias. On préfère s'intéresser au cas de Ménel, qui, pour moi personnellement, est un non-événement. Voilà, donc effectivement, on réagit avec force pour des interventions que des personnes qui n'ont pas la maturité. Donc, pour prendre l'exemple de Ménel, elle a tenu des propos quand même qui sont pas très responsables de sa part. Elle était très jeune. Donc sur des sujets qui la dépassent complètement. En revanche, une agression d'un taxi par 4 personnes xénophobes, là personne n'en parle. Donc effectivement, essayez de vous faire le relais de ce type d'événement, ça serait déjà une avancée. Eh ben merci en tout cas de ton appel et de ta. Si on regarde, si on fait des statistiques au niveau de la radio, ça a énormément réagi pour l'affaire Ménel, qui, je le répète, est un non-événement. En revanche, par exemple, pour cette agression, je le découvre comme vous. Et moi aussi, on le découvre aujourd'hui. C'est très très lamentable. Absolument. Merci beaucoup en tout cas de ton appel et bonne soirée. Je t'en prie, bonne soirée. Bonne soirée. Bon, eh bien après cela,
Qu'est-ce qu'il y a, Nadia? Non, j'ai dit, il a bien recadré les choses. Ah, j'ai compris, je reviendrai. J'espère bien que tu reviendras. Je reviendrai, bien sûr, Inch'Allah, je reviendrai. Voilà. Nadia Lazouni, merci. Oui. Merci à toi, Christophe. Bon match, bon Saint-Valentin ou rien de tout ça? Ah non, mais non. C'est quoi le programme ce soir? Moi, je dis ni Saint-Valentin, ni match. Vous regardez les émissions du Nadia Lazouni Show sur Speak Up Channel. Pas mal, voilà. pas mal. Speak Up Channel et Nadia Lazouni Show. Bon match. Ouais, toi aussi. Pronostic, Nadia, vas-y, lance-toi. C'est compliqué. Moi, je suis pro PSG, mais j'apprécie Zidane. C'est vrai que c'est la dernière pour lui. Alors, j'espère que le PSG va au moins s'imposer avec 2 buts d'écart. Ah, j'espère. Tu sais qu'on se sent un peu seul dans le groupe. Moi, ça m'a toujours effaré de voir que des habitants de Paris, et je dénonce en particulier la plupart du groupe du LGF, sont tous supporters du Marseille. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et bizarrement, je sais pas si à Marseille, il existe des supporters du PSG. Ils se cachent, mais il y en a. Évidemment. La question c'est pourquoi ils soutiennent mais pourquoi ils soutiennent Marseille, pas le PSG. Pourquoi, Nadia? Moi, ça me. Pour certains, c'est historique. J'aurais tous proposé de mettre une écharpe du PSG, ils ont tous refusé. Voilà. Je poserai la question sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que la prochaine fois que comment expliquez-vous ce soutien à Marseille? Oui, pardon. La prochaine fois que je recrute une chroniqueuse ou un chroniqueur, c'est soit t'es PSG ou soit t'es rien. Sinon, si t'es Marseillais, tu viens plus. La discrimination. C'est la discrimination. Eh ben, écoute, on va la pratiquer. Voilà. Et puis c'est tout. Et allez Paris ce soir, évidemment pour match à tous. Toi, t'as le droit, tu t'appelles Christophe. Évidemment, je plaisante. Bonne soirée à tous. Nadia, merci à tous. Demain, rendez-vous avec Redouane Moumine et notamment la suite de sa série sur la théorie du complot. Le 4e épisode, c'est pour demain. Bonne soirée à tous. Dans un instant, Medjahed. Il est 18h01 sur France Maghreb de Bonne soirée. Le rappel de l'actualité en ce mercredi soir. Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Peut-être un tournant dans l'enquête sur la disparition de la petite Maëlys en août dernier en Isère lors d'un mariage. Le principal suspect, Nordal Lelandais, a été conduit pour la première fois sur les lieux de l'affaire et il semble vouloir coopérer. Un élément nouveau a provoqué cette accélération de l'enquête. Il s'agit de traces de sang qui ont été retrouvées dans le coffre de sa voiture, du sang qui appartient bien à Maëlys. Il a été décelé dans la partie inférieure du coffre de l'Audi A3 de Nordal Lelandais. Un véhicule qu'il avait tenté de nettoyer de fond en comble dès le lendemain de la disparition de la fillette. Jawad Ben Daoud est relaxé des faits de recel de malfaiteurs terroristes. Il lui reste encore quelques semaines de prison à purger d'une autre peine, mais devrait être libéré sous peu. Il n'est pas prouvé que Jawad Ben Daoud a fourni un hébergement à des terroristes. Mohamed Souma, lui, est condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention. Un véritable arsenal, quelques 488 armes et plus de 100 kilos de munitions ont été saisis chez un ancien armurier de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Cet homme n'avait pourtant plus l'autorisation d'exercer. Emmanuel Macron, le chef de l'État, souhaite que le futur service national universel soit obligatoire et dure autour du trimestre, voire de 3 à 6 mois. La consommation d'électricité est restée stable en 2017 en France, mais la production a légèrement reculé en raison d'un repli de 1,3% de la production nucléaire. À noter que la production éolienne et solaire représente pour la première fois plus d'un tiers de la production renouvelable française. Sport, à 20h45 ce soir, le PSG défie le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Match de la démesure, 81 000 spectateurs, 800 journalistes, 13 millions de gains. Un match retransmis dans 220 pays. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.